Maître Haddad. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, parce que tout est possible. Tout est possible. Encore faut-il préciser que ce genre de mouvement d'émigration clandestine sont permanents. Hein. Moi, je l'expliquerai personnellement par le fait justement qu'il n'y a plus de contrôle, qu'il n'y a plus de sécurité, qu'il n'y a plus de gendarmerie, qu'il n'y a plus de police qui joue son rôle et sa fonction. Bon. Mais 5000 personnes en 5 jours, c'est c'est bizarre. C'est stupéfiant, stupéfiant, mais bon. Tout est possible, tout est possible parce que dans ce genre de situation, d'effervescence et d'euphorie révolutionnaire, tout est possible en effet. Moi, je voudrais revenir à l'essentiel. Ce gouvernement doit rendre sa mission jusqu'en juin et il faut le laisser travailler. Ce gouvernement est légal, il n'est pas encore légitime. Il a toute la légalité constitutionnelle pour ramener la paix civile et acheminer la révolution vers une république authentiquement démocratique. Voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, par rapport aux relations franco-tunisiennes ou par rapport aux relations entre la Tunisie et la communauté européenne, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne a, par omission, oublié de dire, et moi je vais le rappeler parce que j'en étais témoin et quelquefois acteur, il y a eu beaucoup de colloques et beaucoup de réunions en Tunisie et beaucoup de choses ont été dites avec la participation de la communauté européenne, avec la participation d'intellectuels et d'hommes politiques de gauche comme de droite. Je parle d'hommes politiques et d'intellectuels français. En Tunisie, vous savez, beaucoup de choses ont été dites à ce moment-là et avec cet espace de liberté bien réduit, n'est-ce pas? Mais beaucoup de problèmes ont été interrogés, beaucoup d'audace dans les débats. On a parlé des droits de l'homme, on a parlé de la liberté d'expression. Je fais allusion plus exactement au forum du magazine... Au forum, parce qu'il faut que je lui rende cet hommage, au forum du magazine Réalité, notamment à ce forum. Donc aujourd'hui, il y a des priorités absolues. La sortie de crise de l'Égypte est différente de la sortie de crise en Tunisie. Je crois que les Égyptiens ont eu un peu plus de chance parce que l'État est là. Et puis, les Égyptiens ont compris qu'il faut laisser à cet État intérimaire aussi le temps de rétablir la paix civile. Vous savez, la sécurité, il faut le rappeler, mieux vaut tard que jamais, c'est aussi un droit de l'homme fondamental. Ce sont les contractualistes qui le disent. Nous avons besoin justement d'un autre contrat social à la Rousseau, c'est-à-dire liberté dans la sécurité. Parce que la liberté dans l'insécurité, c'est un poison mortel. Maître Haddad, en un mot, vous allez vous présenter à la présidentielle? Vous venez créer un parti? Non, écoutez, franchement, j'ai écrit d'abord, j'ai appelé dans des tribunes, notamment en Tunisie, parce que j'ai entendu des voix qui inquiètent. J'ai entendu des gens, des jusqu'au-boutistes, qui appellent au procès de la République tunisienne depuis 1956, c'est-à-dire y compris le procès posthume du fondateur de la République, du fondateur de la nation tunisienne, Habib Bourguiba. Alors j'ai dit, là, il ne faut pas quand même exagérer. Moi, je ne serai pas, à l'état actuel d'aujourd'hui, non, je ne serai pas candidat. Non, pas du tout. Mais j'ai voulu lancer ce parti parce que ce parti doit exister en Tunisie à côté de tous les autres partis. Merci, Bourguiba était un illustre et immense chef d'État. Alors, la Tunisie, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission spéciale, a suscité un élan démocratique dans l'ensemble du monde arabe. Donc, on a Ben Ali qui est tombé le 14 janvier, on a ensuite Hosni Moubarak, et puis aujourd'hui, Zaki Laïdi, on voit ces manifestations un peu partout dans le monde arabe. On les voit au Yémen, on les voit à Bahreïn aujourd'hui. Voilà, et la liste est longue. Est-ce que vous pensez que d'autres régimes, en Algérie aussi, que d'autres régimes vont suivre l'exemple de la Tunisie et de l'Égypte?
Il y a deux choses. Il y a le fait qu'il y a évidemment une immense diversité des situations. Par exemple, on le voit dans le Bahreïn, et le problème est rendu beaucoup plus compliqué par l'existence d'un problème confessionnel, chiite, sunnite, etc. Bon, donc il y a des différences nationales qui sont colossales. La Libye n'est pas la Tunisie, etc. Bon, les expériences historiques sont aussi très différentes. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il y a des faits, des traits communs à absolument tous ces États, beaucoup de points absolument beaucoup de points communs, dont notamment la dépossession des citoyens de leur propre pays, n'est-ce pas? Donc il y a des problèmes absolument communs qui ont été clairement identifiés. Et je me souviens d'ailleurs qu'il y a à peine 15 jours, après ce qui s'est passé en Tunisie, beaucoup de gens, y compris de spécialistes extraordinairement compétents, disaient oui mais attendez, la Tunisie c'est la Tunisie, mais vous allez voir l'Égypte, ça serait très différent. Donc je me sens pas du tout en mesure de vous dire si ça va on peut évidemment par facilité dire oui, ça va se reproduire irrésistiblement. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que ce qui s'est passé en Tunisie est absolument fondamental, parce que, je crois que je l'ai dit ici à cette antenne, c'est quand même la première fois qu'un régime arabe a été chassé du pouvoir par un peuple. Donc ça, si vous voulez, la symbolique, elle est absolument immense, et je dirais que c'est ça qui est le facteur le plus important. Saïdi Keshida, quand vous voyez ensuite que l'Égypte a suivi, quand vous voyez toutes ces manifestations dans le monde arabe, j'ai oublié aussi de citer tout à l'heure la Libye aussi, oui, de Kadhafi, vous êtes fiers aujourd'hui, vous dites c'est parti quand même de Tunisie, le mur de la peur, on en a souvent parlé, Zaki Laïdi, ici, le mur de la peur qui est tombé en Tunisie, c'est une grande fierté, j'imagine, aujourd'hui pour vous. Absolument, c'est quelque chose qui, je pense que la date du 14 janvier restera à jamais gravée dans la mémoire arabe. Je pense que non pas de la Tunisie, mais de l'ensemble du monde arabe. De l'ensemble du pays arabe. Parce que, pour reprendre l'exemple égyptien, en octobre dernier, il y a eu des élections législatives horribles. Tout le monde était d'accord que, en fait, c'était inacceptable. Oui, elles étaient même en recul par rapport aux celles d'avant. Voilà, absolument. Il n'y a pas eu de révolution. Donc je pense que la date du 14 janvier a fait chuter un dogme qui était carrément, en fait, les régimes qui sont là sont imbattables. On ne peut pas les chasser. C'est des gens, et les peuples arabes étaient des peuples, comment dirais-je, domptés, et qui ne pourraient jamais se lever contre leur dictateur. Je pense que, voilà, à partir de 14 janvier, cette image est tombée. Donc maintenant, voilà, on voit l'Égypte qui a suivi. Grâce à vous, les Tunisiens. Amira Yayaoui, quand vous voyez aujourd'hui toutes ces manifestations un peu partout dans le monde arabe, vous dites que c'est parti de chez moi. Oui, bon, c'est parti de chez nous, mais j'espère que... Je pense particulièrement à la Libye. J'espère qu'ils réussiront quand même à faire tomber Kadhafi, parce que même pour nous, c'est un danger. On devrait vraiment soutenir la Libye. Après, je voulais rebondir sur ce qu'a dit M. Mezri Haddad. Vous parlez de jusqu'au boutiste dans la Révolution, mais il faut peut-être rappeler que vous avez été le jusqu'au boutiste de Ben Ali, et que c'est quand même une des personnes qui ont fait le plus de mal à la Tunisie. Bon, je comprends, moi aussi, je n'ai pas envie d'être sous un régime communiste ou islamiste, l'un ou l'autre, on ne veut pas les extrêmes, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne idée de soutenir un parti, parce que qu'on le veuille ou non, le nom de Mezri Haddad est collé au nom de Ben Ali. Je ne comprends pas pourquoi vous l'appelez après néo-bourguibiste et non pas néo-benaliste. Le nom de Mezri Haddad est collé à celui qui a été le premier exilé dans ce pays de 89 à 2000. Le nom de Mezri Haddad est collé à son livre qui vous a été dédié et que j'ai relu cette semaine, que j'ai relu avec beaucoup de fierté cette semaine et dont je vous recommande la lecture. Ce livre, il faut le relire et le comprendre parce que vous ne l'avez pas compris, en attendant de lire mes 2 prochains livres en avril. À ce moment-là, vous ne jouerez plus à l'argument moral parce que pour jouer à l'argument moral, il faut avoir, comme disent les Français, la culotte bien propre. On arrive au terme de cette émission.
On va se quitter peut-être avec de belles images, si vous le voulez bien. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24. Merci à vous qui étiez avec nous en direct de Tunis. Et on se quitte donc sur ces images de Tunis. Tunis donc qui fêtait sa libération après la chute de Ben Ali. C'était le 14 janvier. Depuis, les Tunisiens ont retrouvé leur liberté, tout comme les Égyptiens. Hosni Moubarak a quitté le pouvoir le 11 février après 30 ans de règne et le monde arabe s'est réveillé. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale. Tout de suite, le journal avec Raphaël Kahn à 20h. Très belle soirée.